Madame Dandois, la console qui est placée devant vous présentement vous a permis d'élever, on pourrait dire, votre famille. C'est avec cette console que j'ai élevé mes 7 enfants. J'ai travaillé au King's Hall, à la radio naturellement, et avec cette console où nous avions les microphones, 1, 2, des fois 3 microphones, le son, la table de son, et le master qu'on appelait le contrôle général, qui amplifiait tous ces réseaux-là, tous ces microphones-là. Alors, quand les bruiteurs manquaient de son, ils disaient, Madame Dandois, montez le son. Alors, automatiquement, je donnais plus d'amplification là. Et quand tout était rétabli, le bruiteur me disait, Madame Dandois, vous pouvez revenir à la normale. Alors, je rétablissais le son. Naturellement, il fallait régler, comme vous savez, suivant chaque voix, parce que tous les acteurs n'ont pas la même voix ni le même volume. Alors, pour le microphone, je plaçais le microphone dans les studios, et alors je disais, eh bien vous vous mettez ici, un autre vous mettez là-bas pour telle et telle plage du sketch. Naturellement, on faisait beaucoup de radiothéâtre et de sketch sur nos ondes, par exemple, avec Jean Després. Et naturellement, les réalisateurs étaient tantôt l'un, tantôt l'autre, qui pouvaient être Miville Couture, qui pouvaient être... non, les annonceurs qui pouvaient être, je m'excuse, Miville Couture, ou Jean-Maurice Bailly, ou Raymond Laplante, qui étaient mes camarades. Et naturellement, sur nos ondes avec Jean Després, quand j'avais mon radiothéâtre le même soir, on me disait, oui, mais Madame Dandois, nous ne savons rien sur votre radiothéâtre. Vous l'avez exercé, vous avez fait plusieurs répétitions. Venez nous parler au micro de ce radiothéâtre. Alors, j'allais donc parler de ce radiothéâtre. Vous étiez à la fois en avant et en arrière. J'étais en avant et en arrière, naturellement. Alors, à ce moment-là, il y avait un camarade technicien qui prenait ma place devant la console, une console comme ça, et qui me faisait signe quand j'étais bonne ou quand j'étais moins bonne. Naturellement, il faut se savoir que j'étais là pour expliquer, par exemple, je pourrais vous parler d'un radiothéâtre, Entrée des artistes, par exemple, avec Judy Jasmin. Entrée des artistes, c'était le premier radiothéâtre. Et j'étais donc destinée au radiothéâtre pendant toute ma durée jusqu'à 1948. Alors, à ce moment-là, j'étais tellement intime avec les acteurs, naturellement, que ce soit Miarides, que ce soit Citarides, que ce soit Fred Barry, que ce soit n'importe lequel, enfin des acteurs, ou Madame Maubourg qui faisait c'était Radio Métropole ou quelque chose comme ça. Non, mais la Pension Velder. La Pension Velder, avec Robert Choquette. Ça, la Pension Velder, j'ai bien aimé travailler avec Robert Choquette. Il était d'une précision formidable. Alors, avec Madame Jeanne Maubourg, qui faisait Madame Velder, avec Julie Jasmin, qui faisait Élise, et naturellement Cloutier, qui faisait son ami ou son mari à l'époque, je ne m'en rappelle pas très bien. Madame Dandois, vous me parlez du bruiteur, vous me parlez du technicien. Dites-moi, est-ce que vous aviez plusieurs compagnes de travail à ce moment-là? Non, j'étais seule femme technicienne à Radio-Canada. Alors, en entrant parmi tous ces messieurs que j'aime beaucoup et que j'ai aimé beaucoup en camarade, j'aurais dit gentiment, oubliez mes jupons, je suis votre copain. Alors, je les remplaçais au pied levé. Quand il y en avait un qui avait une petite blonde à aller voir le soir, parce qu'ils étaient tous jeunes, je disais, Madame Dandois, feriez-vous mon programme ce soir? Ben oui, moi j'ai le temps, j'ai toujours le temps. Alors, je faisais le programme. Alors, le lendemain, ces messieurs venaient, ben, je dis, faites votre rapport, c'était parfait, il n'y a pas eu de rapport. Tout était bien, alors ils signaient leur rapport. Et je serrais la main, puis ils étaient contents, moi aussi. Je suis française d'origine, arrivée ici avec toute ma famille, 11 personnes en tout, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mon mari et 2 de mes enfants. Nous sommes arrivés le 25 août 1929. Nous sommes arrivés à Québec, et de Québec à Montréal, nous avons pris le train pour arriver à Montréal. Et de là, mon mari, naturellement, nous sommes allés dans le nord de l'Ontario, à Anmeur, où mon père avait acheté une ferme, puisqu'il était donc gentleman farmer, comme on dit ici.
et que cette ferme-là lui plaisait pour venir travailler ici au Canada. J'avais déjà un gros microbe qui me dévorait parce que j'aimais beaucoup la radio. Avec mon père, déjà dans les moteurs, la ferme marchait en France tout à l'électricité. Nous avions donc des moteurs diesel et l'électricité à courant continu. Donc j'étais déjà versée toute petite dans ces choses-là. Et puis avec mon mari, bien, j'ai continué dans la radio. Et cette lampe que vous voyez ici, c'est une lampe qui a servi à l'émetteur de New Carlisle, où mon mari et moi, nous avons monté le poste CHNC, un poste d'abord primitif à 100 watts, avec lequel nous avons été entendus en bon haut-parleur en Angleterre. Et c'était c'était un bel exploit. Et à la suite de ça, nous avons obtenu l'autorisation de monter à 1000 watts. Mais on n'avait pas le droit de monter nous-mêmes. Alors il a fallu acheter l'amplificateur qui montait donc cet appareil à 1000 watts, mais qui ne marchait pas. Alors nous avons donc réparé et depuis CHNC marche toujours. Au début de l'année 36, nous arrivons donc à Montréal. Mon mari a construit avec Norton Electric la station qui devait devenir plus tard CBF, engagé là. Et par la suite, du fait qu'il était technicien, il a fait la visite royale avec le roi George VI. Et ce micro que vous voyez ici, là, est un micro en or. Enfin, ce sont des micros en or qui ont été spécialement faits pour le roi. D'ailleurs, ici, si vous voulez le voir plus en grand, c'est un micro cardioïde qui est préparé naturellement avec la voix du roi pour donner l'exacte réponse. Et c'est ce micro-là qui a servi à la visite royale. Comme technicienne, d'abord mes camarades de travail, Raymond Lemieux, oui. Évidemment Monsieur Lafortune, et puis naturellement tous mes camarades, Raymond Lenné, etc., Roudet Fournier, tous ces gens avec qui je m'entendais très bien et qui faisaient, comme vous voyez là, des reportages radiophoniques avec une machine enregistreuse sur bande magnétique 6 mm. René Lévesque était un compagnon d'école de mon fils aîné, Gatien. René et Gatien ont travaillé certainement ensemble. Moi, j'ai connu Monsieur Lévesque quand il faisait des reportages, mais toujours à l'extérieur. Donc, je n'étais pas avec lui, mais j'ai connu ses parents, Monsieur et Madame Lévesque. Je suis même allée une fois à Matane, où j'ai passé une nuit avec mon mari, et nous avons passé la veillée avec Monsieur et Madame Lévesque. C'était des amis. Je travaillais en étroite collaboration avec tous les artistes, et précisément avec Judith Jasmin, qui était elle a débuté comme comédienne, ensuite elle a été animatrice, ensuite elle a fait des reportages, mais je l'ai connue spécialement comme réalisatrice. Nous avons travaillé ensemble beaucoup. Nous avons fait par exemple le premier radiothéâtre, Entrée des artistes, avec Judith. Et avec Judith, c'était assez agréable de travailler parce que c'était une étroite collaboration. Je faisais mon petit minutage pour l'aider, elle faisait son minutage, nous nous consultions. De temps en temps, je donnais un œil aux artistes pour voir si ça allait bien. Et franchement, c'était très agréable de travailler avec elle. Et dans beaucoup d'émissions, hein, pas seulement ça. Marcel Ouimet, que vous voyez ici, il a été un grand reporter de guerre. Il a même été sous les obus et sous les balles. Hein. Il était vraiment dans les champs de bataille. Il a beaucoup de mérite. Et il a fait de grands reportages qui nous étaient envoyés par Sans Fil de Londres. Parce qu'il faut vous dire que tous les reportages passaient par Londres à l'époque pour nous être retransmis par onde courte. Et c'était capté au Kiefer par un récepteur.
Oui. Donc les nouvelles nous arrivaient comme ça, les nouvelles de guerre. Et c'était vraiment un grand bonhomme, oui, très très grand bonhomme, que j'admire encore aujourd'hui. Alors là, je vais vous montrer Oui. le micro que Monsieur Ouimet utilisait pendant ses reportages de guerre. C'est un micro qui ne craint rien, on peut le laisser tomber, ça ne dérange rien du tout. Ça n'arrange pas le son, mais ça ne le détruit pas. Et moi, je m'en suis servi comme filtre dans mes programmes de radio. Ah oui? Oui. Comment? Par exemple, à l'Ermitage, où j'ai travaillé, j'avais 5 morts et un vivant. Alors, le vivant, il était dans un micro 44. Oui. Et puis, j'avais donc 5 autres qui parlaient dans des micros comme ça, que l'on avait un petit peu truqués pour faire différentes réponses de voix. Et je passais ça dans l'écho. Et comme nous n'avions pas de chambre d'écho à l'Ermitage, je me servais comment donc vous appelez ça, du gymnase, Oui. plaçant un microphone et un haut-parleur, qui, naturellement, les microphones comme ceci, où les acteurs parlaient, passaient donc par le haut-parleur qui était repiqué par l'autre microphone qui m'arrivait après dans ma console, pour arriver à faire des voix qui flottaient dans l'air et qui étaient vraiment des voix de mort, des voix de revenants. Des voix immortelles. Ça faisait très macabre. Et à cette époque-là, je crois que l'Ermitage a eu une panne de lumière dans la salle. Alors, il paraît que les gens ont un peu tremblé, hein. On les a fait trembler. Parce que l'Ermitage, c'était avec une assistance de public. Toujours. Toujours. Les programmes à cette époque-là. Nous avions aussi dans les studios sans assistance. Mais à l'Ermitage, il y avait l'assistance. Ce qui donnait une ambiance spéciale au programme. Et c'est une belle période pour vous. Très belle période. Évidemment, triste comme je l'étais par naturellement nos soldats ici canadiens qui étaient partis à la guerre et puis par tous ceux qui étaient malheureux en France. Évidemment, j'ai écrit un petit poème et que j'ai intitulé Nostalgie parce que c'était triste, évidemment. Alors, Nostalgie. Où vont donc mes pensées en ce matin morose? À peine réveillées, elles prennent l'essor. Vers toi, ô pauvre France, dont on dit tant de choses, vers vous tous qui souffrez, vers vous aussi nos morts. Tandis que bien assise près du feu qui flamboie, j'imagine avec peine votre maison sans feu, votre table sans pain, les petits qui ont froid. Que de sombres pensées dont mon âme s'émeut. Les barbares sont partis en laissant derrière eux la ruine et la misère. Ils ont tué nos pères au poteau, lâchement. Ils ont tué nos preux. Mais ils ont oublié que la France a des mères. Les mères canadiennes à la mère patrie lui ont offert leur sang. Elles ont donné leurs fils. Et ces braves guerriers, au sort que l'on envie, allèrent jusqu'au bout, suprême sacrifice. Bon sang ne peut mentir, et la France vivra. Vive la France et vive le Canada. Merci, Madame Dandois. La période de la guerre était une période très pénible pour moi parce que j'avais mes 2 frères qui étaient prisonniers des Allemands dans les camps de concentration. Il y en a un qui a fait de la tuberculose et l'autre a dû se couper un doigt pour pouvoir ne pas servir pour les Allemands. Il l'a fait, puis il s'est coupé un doigt, il a été même mis... il était presque passé au gaz. Alors j'étais très inquiète parce que nous n'avions pas de nouvelles. Seulement par la Croix-Rouge, un tout petit peu d'entrefilet, et ma mère avait été très intelligente. Elle mettait Albert, par exemple, le nom du camp de concentration. Alors je savais où étaient mes frères, mais je ne pouvais pas communiquer. Alors pendant la guerre, Charles de Gaulle est venu au Canada. Alors mes camarades m'ont dit, Madame Dandois,
Ça, c'est un programme à faire à l'hôtel Windsor, c'est vous qui allez le prendre, puisque je faisais aussi, non seulement dans les studios, comme ce studio-là, mais je faisais aussi les programmes à l'extérieur. Et je partais avec l'équipement volant, amplificateur, console et tout ça. Et nous allions dans une garde-robe à Windsor, c'était là la chambre de contrôle. Alors donc De Gaulle est venu et c'est lui-même qui a voulu placer le microphone. Il dit c'est trop lourd pour une dame. Je dis je m'excuse mon général, mais j'ai l'habitude. Je prends mes micros, je les pose où je veux et tout ça. Alors comme une grande dame qui avait été professeure de français à McGill, Madame Bellan, avait ramassé une bourse de 1 000 $. J'ai remis au général de Gaulle à cette occasion les 1 000 $ pour qu'il puisse continuer sa lutte avec l'Angleterre. Le 14 août 1945, est-ce que ça vous rappelle un souvenir, Madame Landois? Ah, le 14 août... Attendez, il faut que je recommence. Le 14 août 1945, c'est un souvenir inoubliable. C'était la fin de la guerre avec le Japon. Il n'y avait plus de guerre, c'était fini. Moi, j'ai lâché tous les appareils, j'ai dit, moi, je ne travaille plus. Allez, j'ai laissé tout l'ouvrage. J'aurais pu être mise à la porte, c'est entendu. Je suis allée trouver les bruiteurs et je dis, écoutez, là, vous allez me pousser des haut-parleurs, là, dans les fenêtres du King's Hall, là, et puis vous allez me faire jouer de la musique de danse. Et puis là, je dis, nous allons faire danser dans la rue. Évidemment, c'était à l'époque des tramways. Alors, les tramways s'empilaient, tout le monde dansait, oh, c'était beau. Et alors, les tramways s'empilaient ding-ding d'un côté, ding-ding de l'autre. Alors, le maire, Camillien Houd, à l'époque, il dit, mais qu'est-ce qui se passe à Radio-Canada? Alors, la téléphoniste, vous savez, nous nous connaissions, il y avait une toute petite console, là, comme vous avez ici, et elle me dit, on a dit, c'est Madame Dandois. Madame Dandois, bon, ben, passez-la moi, cette Madame Dandois-là. Bon, j'ai dit, bonjour, monsieur le maire. Il dit, vous avez de la chance d'être française, sans ça, je vous mettrai en prison. Parce qu'il dit, vous arrêtez tout le trafic, c'est pas correct, c'est ça. Il dit, vous allez rétablir le trafic tout de suite. J'ai dit, oui, monsieur le maire, mais ne me mettez pas en prison.